Salut, bienvenue pour cette rentrée du podcast. Donc on est à l'épisode 11 et à partir de cet épisode, les choses vont être un petit peu différentes. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, si vous avez écouté le dernier podcast, vous savez que je vous ai préparé une surprise. Et donc effectivement, pour ce podcast-là, ça va être un peu différent cette année. Alors quand je dis année, je parle d'année scolaire. Malheureusement, je suis encore calibrée sur l'année scolaire. Et comme j'ai un enfant et que je vais en avoir un deuxième, je pense que c'est pas terminé. Donc ça sera jusqu'à l'été prochain, où le podcast ne sera pas seulement une explication de mon univers, mais ça sera l'occasion pour moi de revenir sur la partie historique que je mets dans chacun de mes romans. Alors je m'explique. Normalement, vous me suivez un petit peu, donc vous finissez par me connaître, mais je suis historienne du droit, donc historienne, et je ne me suis pas rendu compte à quel point l'histoire avait une place très importante dans ma vie, ce qui fait que j'en mets partout, sans m'en rendre compte. Et au final, je me suis aperçue que, alors surtout dans les derniers romans que j'ai écrits, je me suis aperçue que je mettais effectivement beaucoup d'histoires sur tous mes romans, et peu importe le genre, je peux en mettre dans l'urban fantasy, je vais en mettre dans le thriller, je vais en mettre un peu de partout. Et du coup, j'avais envie d'expliquer un petit peu, pas pourquoi je mets de l'histoire, c'est évident, je suis historienne, donc j'adore ça, mais la manière dont je fais pour interpréter certains faits et les mettre dans mes romans. Parce qu'il y a une chose qui caractérise mon écriture, c'est que j'aime être réaliste le plus possible. Donc quand j'intègre des personnages historiques ou des faits historiques, il faut non seulement que ça soit les vrais faits. Alors, c'est toujours difficile de parler de vrais faits en histoire parce que on est quand même une matière qui bouge, même si on n'a pas l'impression de l'extérieur, on se dit l'histoire c'est figé, machin et tout, en fait pas du tout. La recherche change tout le temps et on découvre de nouveaux écrits qui contredisent ce qu'on savait avant, donc voilà. Donc effectivement c'est toujours en l'état des recherches actuelles. J'essaie de faire en sorte que ce dont je parle dans mes romans soit des faits avérés. Encore une fois, à l'état actuel des recherches. Et donc, ça m'a paru intéressant de vous expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé et comment ça s'est transformé dans mes romans. Alors évidemment, je pense que le plus évident des romans où j'ai mis l'histoire, c'est Omaro. Parce que Omaro, je fais intervenir Jeanne d'Arc et Saladin, qui sont des personnages historiques. Rachel a elle aussi un bagage important, puisque son grand-père a été emprisonné par les nazis, a été en camp de concentration. Ses parents ensuite ont été tués dans les attentats. Donc elle aussi, elle fait partie de l'histoire, mais une histoire plus contemporaine. Donc c'était, voilà, j'avais envie de vraiment d'inscrire Omaro dans l'histoire, puisqu'en plus c'est les faits divers, puisque c'est du terrorisme, et c'est quelque chose d'assez important en ce moment. Ça fait partie, je pense, d'une page historique que les futures générations, dont les futures générations vont parler. Donc, dans Omaro, très clairement, la phase historique est assumée. J'intègre deux personnages historiques, donc je ne pouvais pas passer à côté. Mais effectivement, dans notre roman, je mets aussi beaucoup d'histoires. Et donc, cette année, j'ai décidé, discrétionnairement, parce que c'est moi qui décide de tout, de vous parler un petit peu de ces moments-là, de ces faits-là, pourquoi ces faits-là m'ont intéressé, pourquoi j'ai décidé de les intégrer et comment j'ai fait pour que ça s'intègre dans mon récit et pour en garder le réalisme au maximum. Donc on va avoir toute une série du coup de podcasts là-dessus. Donc là en septembre, les deux podcasts vont être consacrés à Omaro. Dans cet épisode, aujourd'hui je vais vous parler donc de Jeanne et de Saladin. Et ensuite, l'épisode suivant, je vais vous parler de Rachel, et puis du terrorisme en tant que tel, qui comme fait historique. Même si on est en plein dedans encore. En octobre, je vous parlerai plutôt des faits que j'ai mis dans l'Urban Fantasy avec le livre de Chris et le livre de Paul. Donc là, vous verrez aussi des trucs peut-être dont vous ne vous doutiez pas. Et voilà, chaque mois, on aura un univers différent dans lequel je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai mis. Novembre, je crois que ça sera sur Détective La Chance, le Paris, du début 20e. Voilà. Donc à chaque fois, je vais essayer de rendre ça un peu ludique et de vous apprendre des choses. Voilà, pour faire un petit peu un truc un peu qui change, mais qui reste dans mon univers, puisque l'histoire fait partie de moi. Donc ça me paraissait... En fait, c'est évident que j'en mette dans mes romans, mais je pensais pas en mettre autant.
Donc je suis désolée, les épisodes seront pour le coup beaucoup plus longs parce que 10 minutes juste pour vous parler de Jeanne d'Arc et Saladin, c'est vraiment pas possible. Donc je vais essayer de faire des épisodes pas non plus d'une heure ou d'une heure et demie, mais demi-heure max, je pense, ça sera pas mal. Donc voilà, donc je vais commencer aujourd'hui par Jeanne d'Arc et Saladin, mes deux héros d'Omaro, ma trilogie. Trilogie qui s'est terminée d'ailleurs avec la sortie du tome 3. Donc, je vais commencer par Jeanne d'Arc et ensuite par Saladin. Alors, pourquoi j'avais décidé de prendre Jeanne d'Arc et Saladin? Parce que je voulais, dans Omaro, mettre des personnages représentant les trois grandes religions. C'était pas par, par négation des autres religions, ça n'avait rien à voir. Je pense que ces trois religions-là sont les plus, les plus représentées. Et du coup, effectivement, quand on parle de religion, je pense qu'on pense soit à l'islam, soit au judaïsme, soit à la chrétienté. Et effectivement, on oublie toutes les autres religions. Alors, elles sont présentes dans Omaro via les personnages secondaires, mais effectivement, les trois personnages principaux représentent les trois religions monothéistes les plus importantes. Et donc, il me fallait à la fois des personnages charismatiques, et à la fois des personnages qui parlaient à tout le monde. Donc c'était assez compliqué. Alors, pour les juifs, effectivement, j'ai choisi de faire en sorte que ça soit l'héroïne de notre monde, de notre époque, donc Rachel. Et puis, il m'a fallu du coup pour l'islam et la chrétienté choisir des personnages emblématiques dans chacune des religions, mais qui pouvaient aussi parler à ceux qui n'étaient pas issus de cette religion-là, aux athées, à ceux qui n'y connaissaient absolument rien, etc. Donc ils portaient des valeurs universelles. Donc, Jeanne d'Arc et Saladin. Donc je vais vous faire une biographie des deux, rapide, sur ce qu'on sait sur eux, sur leur manière d'être, comment ils ont été perçus par leurs contemporains, par ensuite la postérité, et puis la manière du coup dont j'ai réussi à les utiliser en essayant de respecter leur particularité. Alors Jeanne d'Arc, bon, en France on la connaît un petit peu, mais je pense qu'on ne connaît pas forcément tout ce qu'elle a fait. Loin de moi l'idée d'être exhaustive, hein. Si vous voulez des renseignements sur Jeanne d'Arc, je mettrai une petite biographie dans la description du podcast pour que vous ayez, pas une biographie, une bibliographie, pour que vous ayez des liens et des idées sur la documentation. Alors donc Jeanne d'Arc, elle est née en 1412, elle est née le jour de l'Épiphanie. Elle est née dans une famille de paysans à Domrémy, donc ça fait partie de la Lorraine maintenant. Et elle commence, donc elle vit une enfance tout à fait ordinaire, et vers 13 ans, elle commence à entendre des voix lui ordonnant de bouter les Anglais hors de France et de restaurer Charles comme seul roi légitime. Alors je rappelle les circonstances de l'époque. Le roi d'Angleterre, Henri V, a débarqué avec son armée en France. Et le roi Charles VI, étant fou, a signé le traité de Troyes en 1420 qui octroie aux héritiers du roi d'Angleterre la couronne de France. Ce qui fait que, à la mort des deux souverains, l'ouest et le nord de la France se rallient à Henri VI, le fils donc d'Henri V, et le reste du royaume est donc en proie au doute, au pillage des différents mercenaires. Donc, évidemment, ce micmac au départ venait des lois fondamentales du royaume et d'une erreur d'interprétation, puisque les conseillers royaux avaient décidé à l'époque de supprimer la possibilité pour les femmes de monter sur le trône de France pour éviter que la reine d'Angleterre ne puisse régner en France. Et donc à partir de là, les Anglais se sont toujours fait à l'idée que la France leur appartenait. Et donc Henri V, quand il vient combattre les Français, c'était dans cette idée-là. Et le traité de Troyes était pour lui la logique des lois fondamentales du royaume. C'est d'ailleurs cette particularité, c'est marrant parce que c'est en 1905, je crois, que la reine d'Angleterre a enfin renoncé à son titre de reine de France, ce qui est assez impressionnant, puisque cela veut dire que jusqu'au début du XXe siècle, les Anglais continuaient à se prétendre souverains du royaume de France. Donc c'est un petit peu savoureux, toute cette histoire-là. Mais du coup, effectivement, à l'époque, les Anglais sont en France, ils se prennent pour les souverains de la France, et le dauphin Charles VII est alors
en plein doute, il ne sait pas comment faire, la moitié de l'armée est quand même alliée aux Anglais, et donc il essaie de récupérer la France, mais il est en proie à la dépression. Bon, en même temps c'est un peu logique, hein, vu ce qu'il a vécu. Et finalement, Jeanne, donc elle a 13 ans, elle commence à comprendre qu'il faut qu'elle prenne un rôle sur la politique, etc. Ses parents ne la soutiennent absolument pas. Voilà, non, c'est pas possible, tu es paysanne, tu resteras paysanne. Voilà, tu revends tes fromages au village d'à côté. Mais son oncle, lui, la croit, et donc c'est avec son aide, et en cachette de ses parents, qu'elle va commencer sa mission, et qu'elle va rejoindre la ville voisine et le capitaine des gendarmes, Baudricourt. Et c'est Baudricourt qui va l'envoyer à Chinon pour rencontrer le roi. Et alors c'est Jeanne à ce moment-là qui choisit de s'habiller en homme et de se couper les cheveux, parce qu'elle sait que cela attirera moins d'attention et qu'elle va pouvoir plus facilement récupérer la confiance des hommes. Donc elle rencontre Charles à Chinon. Elle le lui parle en particulier, lui fait quelques confidences sur des choses que seul effectivement le Seigneur pourrait savoir, et Charles commence à lui faire confiance. Alors, Charles n'est pas le seul à lui faire confiance, puisque sa belle-mère et les capitaines du roi vont également se rendre compte que cette jeune fille va pouvoir redonner confiance aux troupes. Et que cette confiance-là qu'ils avaient perdue va être essentielle pour récupérer la France. Donc on va confier à la pucelle des troupes pour délivrer Orléans, ce qu'elle fait avec brio. Les succès vont se multiplier. Et le roi va donc anoblir Jeanne et sa famille en remerciement pour les services du royaume. Et puis on va essayer de reprendre Paris. Là, évidemment, à Paris, les choses se corsent. Jeanne ne parvient pas à reprendre Paris. Et le roi va commencer à se détourner d'elle, parce qu'il veut à la fois se réconcilier avec le duc de Bourgogne, son cousin, et finalement, Jeanne voilà, n'est plus un atout. Donc elle finit par prendre le contrôle de quelques troupes, d'essayer de faire des opérations coup de poing un peu partout pour libérer les quelques bourgs qui sont encore pris par les Anglais. Elle est capturée par les Bourguignons en 1430. Les Anglais font pression sur les Bourguignons qui sont leurs alliés pour la récupérer. Ils vont la juger de manière évidemment non équitable et complètement inique, et elle sera brûlée vive à Rouen en 1431. Donc elle a commencé son apostolat entre guillemets en 1427, et en 1431 elle est brûlée vive. Donc c'est très rapide. Mais elle a quand même réussi à marquer les esprits. Parce qu'elle a réussi à donner confiance dans toutes les armées et à redonner la fierté à la France contre l'Angleterre. Alors sur son caractère, les auteurs s'accordent tous à dire que donc elle est courageuse, tenace, mais elle n'est pas têtue. Elle est patiente, elle a un rare sens politique, donc elle est complètement capable de voir les tenants et les aboutissants, de comprendre les enjeux. Et pour une fille voilà, de son époque et de 17 ans, c'est remarquable. Et elle a une grande générosité. On ne peut pas lui imputer le moindre meurtre, c'est-à-dire qu'elle a pris part au combat, puisque voilà, les soldats la respectent, elle se bat, mais elle ne tue pas. Et c'est à ça qu'elle doit aussi son statut de sainte. Et non seulement elle ne tue pas, mais en plus elle va effectivement donner de l'aide aux blessés, quel que soit leur appartenance. Donc elle va aider les Anglais, elle va aider les Bourguignons, elle va aider les Écossais, elle va aider les Français. Elle aidera tout le monde parce qu'elle, voilà, elle comprend la guerre, elle comprend la politique, mais c'est pas une raison pour se mettre sur la gueule. Donc, effectivement, les soldats lui font confiance et malgré son statut de femme, l'acceptent comme l'un d'entre eux. Donc, cette réputation-là de Jeanne d'Arc, même malgré son procès, qui l'a fait passer pour une sorcière, une démente, etc., va rester. Elle va dépasser tout, donc que ce soit les classes sociales, les clivages religieux, les frontières. Jeanne d'Arc va devenir un symbole
très rapidement, elle va devenir le symbole de la résistance, elle va devenir le symbole de la croyante, elle va devenir le symbole de la fidélité au roi, à son pays, de la compatibilité, du féminisme. Et donc c'est une figure qui va jamais cesser et d'inspirer les gens. Même les Anglais vont l'ériger en symbole pendant la Grande Guerre. Donc c'est dire à quel point le personnage de Jeanne d'Arc reste un personnage fort, à tel point que on attend quand même 500 ans pour la canoniser, parce que le pape à l'époque, les papes ont toujours attendu que toute la France demande sa canonisation. Ils ne voulaient pas en faire une sainte. Voilà, il fallait que ça soit unanime. Et effectivement, 500 ans plus tard, donc dans les années, au début du XXe siècle, toute la France va demander la canonisation de Jeanne d'Arc, y compris, alors que les monarchistes on peut comprendre, les catholiques on peut comprendre, les chrétiens de manière générale aussi, mais effectivement même les anticléricaux, même les républicains vont demander la canonisation de Jeanne d'Arc au pape. Et donc c'était ce qu'attendait la papauté pour la canoniser. Donc on voit que Jeanne d'Arc, elle arrive à rassembler les gens parce qu'elle, finalement, elle porte des valeurs tout à fait universelles, des valeurs de respect, des valeurs de combativité, de tolérance, tout en étant elle-même. Voilà. Elle n'a jamais nié ce qu'elle était. Elle était une femme, elle croyait en Dieu et elle voulait libérer la France. Donc elle est restée ce qu'elle était, mais en même temps, elle a réussi à influencer des générations et des générations. Donc évidemment, quand j'ai cherché un personnage historique et un champion de la chrétienté, Jeanne d'Arc s'est imposée très très rapidement. Elle pouvait incarner toutes ces valeurs de tolérance et de paix. Dans mon triumvirat de personnages, elle pouvait être vraiment le calme entre les deux autres, entre Saladin qui est plus brute et Rachel qui a vécu trop de choses pour être tout à fait objective. Et donc Jeanne, évidemment, fait figure un petit peu d'encre, un petit peu de... Bon, on va temporiser, on va essayer de comprendre, et surtout, on va essayer de pas tuer. Voilà. Et donc ça, c'était important, c'était en partie ce que je voulais mettre. Et donc, effectivement, dans les romans, alors dans le premier tome, elle est beaucoup effacée, parce qu'évidemment, elle cherche à comprendre au départ. Elle a un sens politique, mais il faut encore qu'elle saisisse tous les tenants et aboutissants. Donc elle a besoin de connaître tout avant de pouvoir vraiment. Et donc dans les tomes 2 et 3, elle se révèle en étant vraiment une personne plus finalement assez dure, mais très douce. Donc voilà, la championne chrétienne, dans la personnalité de Jeanne d'Arc, j'ai essayé donc de garder au maximum sa personnalité, et d'adapter finalement ce qu'elle aurait pu faire dans notre monde et avec les enjeux qui sont les nôtres dans la lutte contre le terrorisme. Voilà. Donc voilà pour Jeanne d'Arc. Saladin, ça a été beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas. Je suis française, donc Jeanne d'Arc je connaissais, c'était un terrain assez connu. Saladin par contre c'était un terrain un peu inconnu. Donc ça a été plus compliqué et il a fallu que je fasse énormément de recherches sur lui. Heureusement j'ai trouvé deux livres qui ont été géniaux parce qu'ils sont très neutres à la fois dans son appréciation de sa politique et de sa religion et qui m'ont grandement aidé à cerner le personnage. Mais alors assez curieusement, Saladin, on connaît son parcours militaire, mais les auteurs s'attachent énormément à sa personnalité. Donc du coup, je vais vous faire sa biographie aussi, mais vous verrez que je vais passer beaucoup sur... je vais vous parler de ce qu'il a fait, parce que je pense qu'on le connaît moins, donc je vais un peu m'attarder dessus. Mais je vais aussi beaucoup m'attarder sur sa personnalité, parce que pour le coup, autant Jeanne d'Arc, elle n'a pas vécu longtemps, 19 ans, donc c'est rapide. Pour se faire une idée de sa personnalité, c'était plus compliqué. Par contre, effectivement, Saladin, lui, il a vécu beaucoup plus longtemps, donc il a vécu une vie. Voilà. Donc, effectivement, il a eu le temps d'évoluer et de changer. Donc Saladin, il est né en 1138, il est né en Irak. C'était pas l'Irak à l'époque, mais c'est devenu l'Irak. Mais il a passé son enfance à Damas. Donc il est syrien de cœur, pour lui, c'est la Syrie son pays. Il meurt d'ailleurs en Syrie, il meurt à Damas.
Donc il naît en 1938, il reçoit une éducation militaire, littéraire et religieuse. Donc il est très cultivé, mais à la fois il est aussi très combattant. Et ses débuts militaires se font en Égypte. Il participe à l'éviction du vizir, qui est favorable au franc et qui est cruel. Donc son oncle, avec qui il part à la guerre, veut l'évincer et s'emparer du pouvoir en Égypte. Une fois que ça s'est fait, Saladin reste en Égypte avec son oncle, puis il va lui succéder comme vizir en 1169, donc il a 32 ans. Et il va être vizir sous l'autorité du calife. Or, ce calife est un calife chiite, fatimide, et Saladin est sunnite. Donc, petit à petit, progressivement, jusqu'en 1171, il va prendre le pouvoir au sein de l'administration, monter les marches, et il va finalement éliminer le calife, et va devenir le seul maître de l'Égypte. Il est sunnite, hein, donc si les sunnites et les chiites, ce sont deux branches de la religion musulmane qui ne s'entendent pas, et évidemment, voilà, les conflits sont nombreux. Donc effectivement, Saladin, en tant que sunnite, ne pouvait pas tolérer d'être sous les ordres d'un chiite, et donc il élimine son supérieur. Donc au début des années 1180, son pouvoir va aller de la Syrie à l'Irak, en passant par la Libye, l'ouest de la péninsule arabique, et évidemment va inclure toute l'Égypte. Mais son but à lui n'est pas tant les conquêtes territoriales que d'unifier le monde musulman. Et le calife de Bagdad va comprendre que Saladin est une personnalité très importante, mais va essayer un petit peu de le contenir. Donc il va lui conférer le titre de sultan, mais il refusera ensuite toute reconnaissance ensuite. Et ce titre de sultan ne vaudra que pour l'Égypte et la Syrie. Même si Saladin, évidemment, va combattre et conquérir de nouvelles terres. Et donc, le but de Saladin, une fois qu'il a assis son pouvoir sur l'Égypte et la Syrie, va être de reconquérir Jérusalem, et donc de remettre au goût du jour la notion de djihad. Donc, depuis 1170, on sait que la lutte contre les croisés fait le cœur de sa politique. Et d'abord, il va lutter contre les Ankides, c'est-à-dire les faux combattants d'Allah, pour asseoir sa position et sa vision de l'islam. Et donc en 1187, il va reprendre Jérusalem. Et la légende de Saladin va se créer à partir de là. Donc il faut noter que Saladin avait déjà essayé plusieurs fois de reprendre Jérusalem, mais à chaque fois il avait été en proie à des luttes internes, à des problèmes, et donc il n'avait jamais réussi à vraiment conquérir la cité. Là, depuis 1186, Renaud de Châtillon, qui est en charge des États latins, multiplie les provocations. Et donc Saladin décide de lui clouer le bec et d'arriver en force. Donc là, il se prépare beaucoup plus puisque il arrive à fédérer tous les musulmans de la région derrière lui. Et donc, en 1187, il reprend la cité de Jérusalem et cette chute va provoquer la troisième croisade. Et ce fait d'armes de Saladin, cette reprise de Jérusalem, va lui acquérir la notoriété dans tout le monde musulman, puisqu'évidemment, c'est la cité sainte, c'est l'endroit le plus sacré pour les religions, et donc évidemment, c'est une grande prouesse qu'a réussi Saladin. Donc évidemment, la troisième croisade va voir l'arrivée de Philippe Auguste, le roi de France, et de Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre. C'est Richard Cœur de Lion qui va être à l'origine de la réputation de Saladin en Occident, puisqu'il ne tarit pas d'éloges sur lui, n'arrête pas de lui faire des compliments, qu'elle pensait un grand meneur, etc. Et donc, évidemment, ils seront bien ennemis, mais ils se respecteront. Et la troisième croisade s'achèvera sur le traité de Jaffa en 1192, et Saladin meurt l'année suivante à Damas. Donc voilà un petit peu les faits d'armes de Saladin, unification du monde musulman, en tout cas c'est son but, évidemment il n'est pas tout à fait réussi, on va le voir, prise de Jérusalem, et emprise sur l'Égypte et la Syrie, parce que pour lui c'était évidemment deux régions géostratégiques, et puis la Syrie c'était ses pays, c'était ses racines.
Donc le portrait de Saladin, par contre, est assez nuancé quand on lit les auteurs. Il est à la fois cruel, à la fois bienveillant. Alors, ça dépend des sources, ça dépend des auteurs. Il est vrai que Saladin est colérique, mais qu'il arrive à être raisonnable. Donc il reconnaît ses erreurs, il cherche à les corriger. Mais il est colérique. Donc il peut être effectivement sujet parfois à de vives colères. Il a des grands accès de bienveillance, et puis parfois il va massacrer sans vraiment de raison. Donc c'est un homme assez ambivalent dans ce terme-là. On sait qu'il n'apprécie pas les francs, il n'apprécie pas spécialement les juifs non plus, mais il sait reconnaître les besoins des échanges, il sait appliquer la protection que le Coran accorde aux gens du livre, donc aux autres religions, et il assouplit même les règles de la dhimitude. Donc la dhimitude, c'est un état dans les pays musulmans où les autres religions ont le droit de pratiquer leur religion. Ils sont soumis à un impôt spécial, ils ne peuvent pas être... Enfin, ils sont interdits de certaines fonctions, et ils doivent effectivement respecter l'islam, donc les fêtes musulmanes, etc., sans les pratiquer, mais voilà. Donc cette dhimitude, on appelle les gens réduits en dhimitude les dhimmis, et même si effectivement il a une grande intolérance pour ceux qui ne sont pas musulmans, il respecte les dhimmis, il y a de nombreux dhimmis dans son entourage, son médecin qui est juif, son secrétaire qui est chrétien, par exemple. Et donc effectivement, il est ambivalent, voilà. Il peut être cruel, mais d'un autre côté, il accepte aussi certaines choses. Donc moi j'y vois plutôt un homme de raison, mais effectivement ça peut prêter à confusion, on peut se demander qu'est-ce qu'il cherchait. Pour son gouvernement, on sait qu'il utilisait plutôt la négociation et la prudence que la violence, mais ça pouvait lui arriver. Concernant ses hommes, de manière militaire, ces hommes l'adoraient parce qu'il partait au combat en premier. Il était le dernier à se retirer. Il partageait leurs tentes, il partageait leurs repas, on pouvait aller lui parler quand on voulait. Donc il était très accessible, très ouvert avec ses hommes. Alors son rapport avec les femmes est un peu particulier. J'ai pas eu de problème avec Jeanne, puisque bon, elle était pucelle, et puis effectivement il y avait ce statut, cette aura divine qui faisait que les hommes ne l'approchaient pas. Saladin, lui, par contre, ayant vécu la vie qu'il a vécue, a automatiquement été en contact avec des femmes. Mais curieusement, il n'a eu qu'une seule épouse, Ismat al-Din, qui était la femme de son ancien maître, qu'il a épousée. Alors c'est un mariage politique, puisque ça lui permettait de rallier tous les vassaux de son ancien maître, mais on sait qu'il l'a aimée, et sans doute qu'elle a été la seule, en tout cas c'est le postulat que moi j'ai choisi, parce qu'on n'arrive pas à trouver une autre femme à qui il a donné autant de faveur. Quand il a été malade, il a eu une longue maladie quand il a eu 50 ans, elle est morte pendant sa longue maladie, et les médecins ne le lui ont caché pour éviter une rechute et pour hâter sa guérison. Et il lui écrivait des lettres tous les jours pour lui parler, pour lui dire ce qu'il vivait. Et voilà, il n'écrivait pas à ses concubines, il n'a jamais écrit ce genre de choses, mais à sa femme il le faisait. Donc effectivement, même s'il n'a jamais dit clairement, ça fait partie des choses qu'on peut supposer. Et ce silence des médecins en dit long sur la relation qu'il avait avec sa femme et l'attachement qu'il lui portait. Et de la même manière, elle ne lui a jamais donné d'enfant. Donc beaucoup d'auteurs pensent que le mariage n'a jamais été vraiment consommé. Alors la raison en serait que en fait elle ne l'aimait pas et qu'il ne voulait pas la forcer à le supporter. Et donc il a respecté son désir en ne la forçant pas à consommer son mariage. Donc ça fait partie des choses qu'on ignore, mais qu'on peut juste un petit peu sentir en fonction des lectures qu'on a. Alors par contre, il a eu effectivement d'autres femmes, il a eu des concubines, mais il n'a jamais eu d'épouse, à part celle-là. Et donc ces concubines, effectivement, lui ont donné des enfants. Il fallait bien quand même qu'il pense à sa postérité. Et donc ces concubines, il les traitait très bien, parce qu'elles étaient éduquées quand elles ne l'étaient pas, elles étaient
protéger des hommes belliqueux. Et à l'aube de sa mort, il s'est assuré qu'elles seraient toutes mariées à un homme qui les respecterait et qui était bon pour elles. Donc il a effectivement essayé de faire en sorte que ses concubines soient bien traitées. Ses enfants sont choyés, il les adore, c'est un père qui est protecteur, qui est affectueux, il essaie d'être présent le plus possible, et quand il peut, c'est lui-même qui va les éduquer, que ce soit militairement ou religieusement. Alors, il a eu, de qui ont survécu, 17 garçons et une fille, donc bon, on peut imaginer qu'il était plus proche de ses fils que de sa fille, mais on n'a pas de nouveau trop de preuves là-dessus. Et donc, quand il meurt en 1193, il est entouré de ses concubines et de ses amis. Donc, il meurt vraiment comme un pater familias. Et c'est assez intéressant pour le souligner. Et donc, sa notoriété, c'est la partie la plus drôle, c'est que sa notoriété, elle est d'abord acquise à l'Occident. Parce qu'évidemment, on a les écrits de Richard Cœur de Lion, mais aussi de Sibylle, qui est la reine de Jérusalem, qui a été capturée par Saladin, mais qui n'a eu de cesse de dire qu'elle avait été super bien traitée. Donc évidemment, sa renommée commence là, à tel point que, à la fin du XIXe siècle, donc quand même 8 siècles plus tard, l'empereur Guillaume II va se rendre au tombeau de Saladin à Damas et va même participer à sa rénovation. Donc c'est dire l'ampleur que ce guerrier a eue en Occident. En Orient, par contre, il a fallu attendre longtemps parce qu'il est prestigieux, c'est un grand guerrier, mais sa notoriété ne commence qu'au XXe siècle. Pourquoi ? Parce que quand il meurt, il n'est pas célébré à la fin, puisque certes son empire est vaste, mais il est fragile, il est ruiné, et comme il a eu des difficultés face à Richard Cœur de Lion, sa réputation guerrière a été un peu entachée. Ce qui fait que, et puis comme il tolère évidemment les Francs et les Juifs, les plus radicaux, donc les oulémas, ne l'aiment pas spécialement. Et donc ses successeurs se divisent à la suite de sa mort, et ils seront renversés par les Mamelouks en Égypte en 1250. Et ces derniers, comme ils sont turcs, ils vont ériger Bébar, qui est le vainqueur des Mongols et des croisés, en héros, plutôt que Saladin. Et au XXe siècle, quand l'Empire ottoman sera affaibli, et que le califat turc sera contesté par les Arabes, la légende de Saladin va renaître. Ce qui fait rejaillir Saladin, c'est la création de l'État d'Israël en 1948, qui fait le parallèle avec les États latins. Donc, de manière générale, le monde arabe va célébrer Saladin, qui est triomphateur de ces États latins. Donc c'est tout à fait logique que Saladin revienne au XXe siècle et devienne ce grand guerrier. Parce que même s'il est kurde à la base, Saladin s'arabise dès son enfance et il devient du coup une grande figure arabe face aux Turcs, face aux Hébreux, face aux Occidentaux. Et donc c'est un personnage idéal pour exprimer à la fois la fierté, mais aussi la tolérance, la bienveillance, la raison. Donc les dirigeants s'en réclament, on lui érige des statues, surtout à Damas, on fait des films, des séries télévisées. Bon, Saladin, maintenant tout le monde a plus ou moins entendu parler de lui, pas seulement en Occident, mais un peu partout dans le monde. Donc du coup, quand j'ai cherché un champion musulman, j'ai hésité entre plusieurs, mais effectivement Saladin m'a paru le plus logique, parce que il fait l'unanimité dans le monde musulman. Il est le seul, entre guillemets, à pouvoir le représenter, et à pouvoir en même temps, il a lutté contre ses frères musulmans, enfin les frères musulmans qu'il considérait comme des faux musulmans. Donc c'était intéressant de le mettre face au terrorisme, puisque évidemment les terrorismes contre lesquels combat Omaro sont des terroristes qui se prévalent de l'islam. Donc c'était intéressant d'avoir ce héros-là qui s'y connaît, qui connaît l'islam, mais qui ne se reconnaît absolument pas dans les préceptes que les terroristes invoquent. Donc Saladin effectivement s'est imposé, et en faisant des recherches sur sa manière d'être, sa manière de gouverner, sa raison, sa sensibilité, son éducation, etc., je trouvais effectivement qu'il avait à la fois cette agressivité nécessaire du guerrier, je vais tous les tuer parce qu'ils bafouent ma foi, mais aussi on peut temporiser de temps en temps, voilà. Donc c'était cette fougue
dont j'avais besoin et qui contrebalançait Jeanne, qui est fougueuse, mais qui est aussi très calme et très posée. Lui, il l'est, mais d'abord, voilà, il est un peu colérique au début, et après, il se calme. Donc, c'était... voilà, Saladin était un personnage très intéressant et très fascinant. Et puis son rapport avec les femmes aussi a permis que, avec Rachel et Jeanne, il pouvait être sur un pied d'égalité. Parce que la difficulté aussi, c'était de faire en sorte que les trois personnages, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Que ce soit par habitude, par machisme, que ce soit parce que Rachel aurait pu dire bah non, vous êtes dans mon époque, donc vous m'obéissez puis vous dites rien. Jeanne aurait pu dire bah non, moi Dieu me parle, donc je vous emmerde tous. Et Saladin aurait pu dire vous êtes deux nanas, donc voilà. Non. Donc c'était important que les trois s'entendent bien. Et Saladin, effectivement, étant cultivé, respectait énormément les normes en vigueur chez les autres. Par exemple, quand il croise les femmes, voilà, Sibylle, la reine de Jérusalem, il la respecte comme reine. Elle n'est pas femme, elle est reine, etc. Donc c'était des choses comme ça qui m'ont vraiment convaincue que Saladin, ça marchait bien, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast, en tout cas, vous a éclairé un petit peu plus sur Jeanne d'Arc et Saladin. Je reviendrai sur Rachel, donc le podcast prochain, dans 15 jours. Donc du coup, ce podcast est beaucoup plus long, hein, il va avoisiner les 40 minutes. Donc j'espère que c'était pas très long, que c'était clair et concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit directement sur le podcast, soit sur ma page Facebook ou sur les réseaux sociaux en général. Enfin, voilà, je suis assez accessible. Je vais essayer de mettre en place toute la bibliographie que j'ai utilisée. Comme ça, vous pouvez aller piocher les références. Il y a des articles sur internet, il y a des livres qu'on trouve facilement en bibliothèque. Voilà. Donc, sans vous ruiner, vous pourrez vous plonger dans la légende de ces deux guerriers. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes semaines, pleines de choses, et d'histoire, du coup. Je vais changer un petit peu de lecture et d'histoire, parce que c'est chouette l'histoire. Allez, bisous bisous.